Ce segment de MaximumSport.tv consacré à notre présence sportive à l'international vous est présenté par Voyage Plein Soleil. 2 adresses à Québec. Voyage Plein Soleil, là où le soleil brille partout. On est présentement dans les bureaux de Voyage Plein Soleil, ici sur la rue Saint-Paul. Et la famille Laroche, bien, c'est synonyme de voyage. On rencontre justement Philippe Laroche. Parle-nous un petit peu comment ça a commencé pour la famille Laroche, justement, cette fameuse aventure et cet amour du ski. Bien, nous, ça a commencé au Lac-Beauport, dans un centre de ski qui n'existe plus aujourd'hui, qui était le Mont-Saint-Castin, qui était une montagne environ un petit peu plus haute que le mont Lauson sur la Rive-Sud. On a le mont Miran, qu'on appelle la fameuse bosse Miran. Sur la bosse Québec. Non, mais on était chanceux. Écoute, mon père était un architecte de métier. Avait comme flairé l'occasion d'acheter un terrain sur le bord des pistes de ski. Le centre de ski s'est comme développé en trois parties. Puis nous, bien, mon père, en étant un peu visionnaire, avait vu un terrain qui est devenu un terrain mieux placé que le chalet des skieurs, dans le fond. Alors, on se retrouve vraiment sur les pistes de ski, avoir la maison familiale direct en face d'un centre de ski. Donc, c'était un peu comme Guy Lafleur à côté de la patinoire. Oui. À côté de chez eux. Fait que c'est comme ça que ça a commencé au centre de ski de Saint-Castin. Et la fameuse rampe d'eau pendant la période estivale aussi. C'est ça. Là, après ça, on a inventé la rampe d'eau qui est un peu aussi une innovation pour pratiquer l'été. Parce qu'on s'est aperçu que juste faire des sauts l'hiver, c'était dangereux, on se faisait mal. On a perdu beaucoup d'amis, beaucoup d'athlètes avec nous qui, malheureusement, n'ont pas survécu à cette période un peu d'essai, essai-erreur aussi, parce que faut pas se le cacher, des années 70 à 80, c'était vraiment pour le plaisir. La seule chose qu'on avait comme indication, c'était les magazines, Ski Magazine, des choses comme ça qui nous donnaient des photos. Qui se pratiquaient en Californie, entre autres. Souvent, en Californie, tu avais des gens un peu extrêmes qui faisaient des sauts. Puis nous autres, le rêve, c'était d'avoir la photo du magazine à l'envers, où est-ce qu'on voyait un skieur en saut à l'envers avec des skis d'à peu près 2 mètres de long, là, donc c'était pas évident non plus. Puis on a réussi à en prendre quelques photos. Dans ce temps-là, c'était vraiment On attendait toujours le développement du film pour voir si on avait réussi la photo. Puis on a réussi à en avoir une, en fin de compte, à force de pratiquer puis de tomber. Mais définitivement que la rampe d'eau d'été a été vraiment une innovation qui a fait qu'en 3 ou 4 ans, on est vraiment devenus les champions au monde parce que les gens se sont aperçus qu'on pratiquait l'été. Fait qu'ils ont dit... Comment est-ce qu'ils font pour partir d'un double périlleux puis de monter un trip en 6 mois? Alors, c'est là qu'ils ont découvert un peu notre stratégie. Les premiers voyages s'effectuent de quelle manière? Le téléphone a sonné chez nous dans les années 85, où il y avait un téléphone pour la maison. Donc, le téléphone a sonné, mon frère Dominique a répondu. Et là, ça parlait un peu anglais, japonais. Il y a quelqu'un qui demandait pour avoir un athlète de Laroche ou quelqu'un du Québec Air Force, parce que le Québec Air Force était connu dans ce temps-là. Exact. Fait que là, mon frère Dominique a dit non. Il dit honnêtement, ça ne nous intéresse pas d'aller au Japon. Il dit on connaît pas le marché. C'était plus l'Europe, je te dirais, puis les États-Unis qui étaient vraiment connus. L'Australie l'été aussi. L'Australie avait quand même des compétitions l'été. Fait que moi, j'ai levé la main et j'ai dit écoute, moi, ça m'intéresse, je veux voyager. Que je suis parti tout seul à 17 ans pour aller au Japon avec mes skis, aller faire des spectacles dans un pays qui est vraiment spécial. Puis que j'ai passé quasiment 5 mois là-bas à faire une tournée de spectacles, faire des démonstrations. Et j'ai aussi maturé pas mal à mon retour. Je suis parti un petit gars, puis je suis revenu un homme vraiment d'être tout seul dans ce monde-là. Parce que parfois, tu n'as pas le choix de te débrouiller par tes propres moyens, même si tu es un petit peu encadré sur place. Oui, j'ai été encadré, sauf que je vivais d'une famille avec 3 enfants au Japon, à Tokyo, pour une compagnie de cigarettes. Dans ce temps-là, les compagnies de cigarettes commanditaient des événements. C'était quand même assez spécial. On a travaillé pour plusieurs compagnies de cigarettes qui faisaient des événements sportifs pour justement essayer d'avoir ces gens-là un peu à consommer. Donc, c'était un peu bizarre, mais pour nous autres, dans ces années-là, en 80-85, c'était encore normal. Sincèrement, même si c'est sport de démonstration, de repartir avec une médaille olympique, il y a une carte de crédit qui dit que c'est priceless, ça n'a pas de prix. Effectivement, c'est le cas, hein? Oui, c'est sûr. C'est sûr que les Jeux,
Comme tu dis, c'était des Olympiques de démonstration, donc c'était vraiment des Olympiques quand même, les médailles, tout ça, l'organisation. On avait au-dessus de 25 000 personnes qui étaient sur place. Wow. Edgar Gros-Piron avait gagné les bosses la veille. Vraiment, c'est des jeux extraordinaires pour moi. J'ai retourné à Lillehammer, j'ai fini deuxième. J'aurais aimé ça gagner, mais gagner 2 Olympiques, c'est quand même, faut le faire aussi. C'est en 2 ans seulement? C'est 2 ans seulement, c'est ça, exactement. Puis, mais c'est comme je dis aux gens souvent, c'est 3 secondes, hein, le saut acrobatique. C'est difficile de la bonne journée, le 21 février de 1992, d'être le meilleur au monde. C'est quand même extraordinaire d'être capable de le faire d'une façon, mais vraiment, les Jeux olympiques, pour moi, ça a été les plus beaux moments de ma vie en ski acrobatique. Tu as voyagé, tu as vu beaucoup de pays, mais tu as rencontré sûrement des gens, établi des contacts un peu partout à travers la planète aussi. Oui, définitivement. Écoute, on a encore beaucoup de contacts à travers le monde. Les gens s'écrivent sur Facebook aujourd'hui. Écoute, on a des gens qui nous parlent, qui nous jasent. On a fêté les 30 ans du Québec Air Force, justement, l'an passé. On a beaucoup de gens qui nous parlent d'un peu partout, qui essayent de... on se communique beaucoup. C'est le fun aujourd'hui, vraiment, avec les réseaux sociaux. On avait perdu contact avec beaucoup de monde. Aujourd'hui, tu vois, il y a des réunions partout. Il y a eu justement cette année aussi les 30 ans en France, justement, des compétitions. Fait que vraiment, pour moi, de rester en contact. Puis c'est surtout de se voir vieillir tout le monde, là, parce que je peux vous dire que tout le monde vieillit pas super bien, pas physiquement, mais dans le dos, les genoux. On voit des gens se faire opérer. C'est correct aussi, tu sais. On supporte un peu tout le monde. L'histoire du ski aussi. Pour nous autres, c'est bien important que ça se... Puis, tu sais, même maintenant, avec les sports extrêmes, les jeunes peuvent aller voir ce qui s'est fait aussi, de revivre ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, bien, aujourd'hui, c'est différent, mais je peux te dire que depuis 30 ans, il y a eu des choses qui ont été faites, puis ça a ouvert des portes pour les jeunes aujourd'hui. Phil Laroche, merci beaucoup. Merci. Ce segment de MaximumSport.tv consacré à notre présence sportive à l'international vous a été présenté par Voyage Plein Soleil. 2 adresses à Québec. Voyage Plein Soleil, là où le soleil brille partout.